Vous regardez cette vidéo, Internet fonctionne, tout va bien. Mais imaginez, demain matin, au réveil, pas de panne chez vous, pas chez le voisin, pas chez personne, en France entière. 68 millions de personnes, un seul pays, 7 jours sans Internet. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pas juste les réseaux sociaux, pas juste Netflix, tout. Je vais vous raconter cette semaine, heure par heure, ce que personne n'a vraiment anticipé et ce que ça dit de nous. Accrochez-vous, parce que certaines vérités dans cette vidéo, elles vont vous déranger. Lundi matin, 6 heures, la France se réveille comme d'habitude. Le téléphone ne charge pas les applis. C'est mon opérateur, on se dit. Et on attend. Puis on regarde par la fenêtre. Le voisin a le même visage, le passant aussi. Et là, quelque chose change. Les cafés n'ont plus de Wi-Fi. Les boulangeries ne peuvent plus encaisser par carte. Et personne ne comprend encore ce qui arrive. La radio, oui, la radio, diffuse la première confirmation officielle. L'infrastructure Internet nationale est tombée. Et en 30 secondes, cette phrase change tout. Ce n'est plus une panne, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Avant même midi, les supermarchés sont dévalisés. Pas par peur d'une guerre, par peur de l'inconnu. Les distributeurs de billets sont connectés à des serveurs en ligne. La plupart sont hors service. Et les gens réalisent qu'ils n'ont plus de liquide. Ce qui est fascinant et un peu effrayant, c'est la vitesse. En quelques heures, le comportement humain bascule. Dans les bureaux, c'est la paralysie totale. 92% des entreprises françaises travaillent sur le cloud. À l'Élysée, une cellule de crise est activée. La question qui hante tout le monde. Est-ce une attaque? Les chiffres sont vertigineux. 40 milliards d'euros d'échanges numériques par jour. Stoppé net. Comme si on avait coupé les artères d'un pays en pleine santé. Le soir, les nouvelles arrivent par la radio. Les gens se rassemblent. Littéralement. Dans la rue. Et quelque part dans cette ville silencieuse, certains commencent à écrire. Les ordonnances électroniques ne fonctionnent plus. Des millions de patients ne peuvent plus accéder à leurs médicaments. Le premier soir sans écran, les familles se retrouvent face à face. Certains ne savent plus quoi se dire. En une journée, la bourse suspendue, 3 millions de commerces fermés, 12 millions de salariés sans accès à leur travail. Et pourtant, on n'est qu'au début. Paris, la nuit. Moins de lumière que d'habitude. Moins de bruit. La ville respire différemment. Et cette nuit-là, personne ne dort vraiment bien. Mardi matin, la Défense, cœur financier de l'Europe. D'habitude, 180 000 personnes. Ce matin, le silence. Les restaurants sont ouverts, mais les systèmes de réservation sont hors ligne. Les terminaux de paiement ne répondent plus. Les clients ne viennent pas. Au port de Marseille, les douanes fonctionnent avec des systèmes numériques. Tout est bloqué. Des milliers de containers attendent. Dans les campagnes, les agriculteurs découvrent que leur tracteur GPS, leur système d'irrigation connecté, tout est inerte. Les économistes calculent, chaque heure coûte 1,7 milliard d'euros à la France. Chaque minute qui passe, chaque heure. L'argent liquide est devenu la seule monnaie réelle. Et ceux qui n'en ont pas, la majorité, se retrouvent à la merci des autres. Parlons des hôpitaux. Parce que là, ce ne sont plus des milliards en jeu, ce sont des vies. Les dossiers médicaux sont numériques, les prescriptions sont numériques, les calculs de dosage pour les soins intensifs, numériques. Les urgences reviennent au protocole d'avant 2000. On ressort les formulaires papier des archives. Le personnel improvise avec une incroyable compétence. Les patients chroniques, les diabétiques, les cardiaques, ceux sous chimiothérapie, leur prescription existe quelque part dans un serveur auquel personne ne peut accéder. Ce moment-là, c'est le vrai visage de la crise. Pas les bourses, pas les entreprises. Un vieil homme qui ne peut pas avoir ses médicaments. 72% des hôpitaux français dépendent d'Internet pour des opérations critiques. On n'avait jamais mesuré cette dépendance. Jusqu'à ce mardi matin. La télévision. 80% des chaînes françaises diffusent via des infrastructures cloud ou streaming. Ce soir, les écrans sont noirs. Les imprimeries tournent à plein régime. Le Monde, Libération, Le Figaro,
rappellent leurs équipes d'impression d'urgence. Les journaux papier sont épuisés en 2 heures. Les gens se battent presque pour en avoir un. Le besoin d'information est viscéral. Sans réseaux sociaux, quelque chose d'étrange se produit. Les rumeurs se propagent plus lentement. L'information fausse aussi. Dans les quartiers, les panneaux d'affichage redeviennent le cœur de l'information locale. Les mairies distribuent des bulletins à la main. La radio, inventée il y a 100 ans. Ce soir, c'est le seul lien entre le gouvernement et 68 millions de Français. Parfois, la technologie la plus ancienne est la plus robuste. Jour 3. Le métro parisien transporte 5 millions de personnes par jour. La billetterie en ligne. Les valideurs numériques. Les TGV et les trains régionaux sont à l'arrêt. La SNCF ne peut ni valider les billets, ni confirmer les horaires, ni sécuriser les aiguillages automatiques. Les GPS sont silencieux. Les voitures modernes dépendent d'Internet pour la navigation, les mises à jour trafic, parfois même pour démarrer. L'aéroport Charles de Gaulle est paralysé. Les vols sont cloués au sol. La tour de contrôle fonctionne encore, mais le reste de la chaîne est brisé. Mais dans ce chaos, quelque chose d'inattendu. Les rues sont plus silencieuses, le ciel au-dessus de Paris est plus clair, et les gens se parlent. Paris ralentit. Et certains l'avouent en privé. Ce silence, ce n'est pas si désagréable. Cette pensée-là leur fait peur. Les banques. Voilà l'angle mort que personne n'avait prévu à cette échelle. Les virements sont suspendus. Les prélèvements automatiques aussi. En théorie, personne ne peut ni envoyer ni recevoir d'argent. Les billets en papier deviennent précieux comme ils ne l'ont pas été depuis des décennies. Ceux qui ont du liquide ont du pouvoir. Et dans les immeubles, quelque chose de beau aussi. Les voisins frappent aux portes. Vous avez besoin de quelque chose? Des phrases oubliées depuis longtemps. Les startups, les indépendants, les freelances, toute une économie entière construite sur le cloud. Du jour au lendemain, leurs outils n'existent plus. En 3 jours, la France a compris quelque chose d'essentiel. Toute notre économie repose sur une infrastructure invisible. Et cette infrastructure, on l'avait totalement oubliée. Jour 4. La nuit précédente a été tendue dans plusieurs quartiers. Quand les systèmes de surveillance tombent, la rue change. Les caméras de surveillance sont connectées à Internet. La plupart sont aveugles, les forces de l'ordre reviennent à la patrouille humaine. Dans certains quartiers, des groupes de voisins organisent des rondes de surveillance. C'est la première fois depuis des générations. L'armée déploie des unités dans les grandes villes. Pas pour la guerre, pour rassurer, pour rappeler que l'État existe encore. Mais la vérité, c'est que la grande catastrophe sociale n'a pas eu lieu. Les Français se sont organisés. Et c'est là que la crise devient presque une leçon. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe au 4e jour. Les gens se regardent vraiment, pas à travers un écran, en vrai. Les écoles sont restées ouvertes, mais les outils numériques, qui représentent 60% du temps d'enseignement moderne, disparus. Et voici ce que les enseignants rapportent unanimement. Les élèves sont plus attentifs. Ils posent plus de questions. Ils s'ennuient. Et cet ennui, c'est là que l'apprentissage recommence. Les bibliothèques universitaires sont prises d'assaut pour la première fois depuis des années. Les étudiants redécouvrent le livre physique. Les lycéens sans réseaux sociaux, sans TikTok, sans Instagram. Au début, c'est la panique. Puis quelque chose d'autre, quelque chose d'oublié. On oublie parfois que l'école existait avant Internet, que la transmission du savoir est la plus vieille technologie de l'humanité. Et des millions de parents découvrent quelque chose. Ils ne savent pas vraiment comment leurs enfants apprennent. Ils ont sous-traité ça à des applications depuis trop longtemps. Jour 5. Et quelque chose a changé. Les gens ne paniquent plus. Ils s'adaptent. Les petits commerces de proximité connaissent un boom inattendu. Ceux qui fonctionnaient déjà en cash, à l'ancienne, ils survivent. Dans les administrations, le fax refait surface. Les lignes téléphoniques fixes fonctionnent toujours. On s'adapte avec ce qu'on a. Il y a quelque chose de touchant dans cette adaptation. Plus nuancée, plus longue, plus vraie. Les libraires font les meilleures ventes de leur décennie. Les gens ont du temps. Ils lisent. Un musicien de rue joue de l'accordéon sur le pont Marie. Une foule s'arrête. Personne ne filme. Ils écoutent, simplement. Il y a quelque chose de paradoxal. Le pays est en crise économique majeure. Et pourtant, dans les rues, il y a une douceur de vivre qu'on avait perdue. Jour 6.
Et ce qui se passe maintenant est quelque chose que je n'aurais pas prédit en commençant cette vidéo. Les repas de quartier spontanés. Les gens sortent leur table dans les cours, dans les rues piétonnes, on partage ce qu'on a. Les générations se retrouvent. Les jeunes apprennent aux anciens des choses technologiques, les anciens apprennent aux jeunes comment vivre sans. Quelqu'un écrit une lettre, une vraie, à ses parents, à un ami, pour dire des choses qu'un message WhatsApp n'aurait jamais transportées. Des couples se parlent vraiment. Certains découvrent des choses sur l'autre qu'ils n'avaient jamais su. D'autres réalisent ce qu'ils ont perdu. 6 jours. Et la France a compris 2 choses contradictoires à la fois. Internet est vital pour sa survie économique. Et sans lui, elle est paradoxalement plus vivante. Le gouvernement prépare la résolution. Mais aussi quelque chose d'autre, un bilan, une promesse, une honte peut-être. La réparation nécessite de reconstruire manuellement des segments entiers de l'infrastructure. 200 ingénieurs travaillent en relais depuis 6 jours. La France n'est pas seule. L'Union européenne mobilise ses ressources. Parce que si ça peut arriver en France, ça peut arriver partout. La crise a révélé 5 failles systémiques que personne ne voulait voir. Des failles construites pendant 20 ans, au nom de l'efficacité, au nom du progrès. Dimanche matin, jour 7. 4h12. Dans un centre de données à Lyon, un technicien voit les premières lumières vertes s'allumer. Le téléphone se rallume. Les notifications arrivent par centaines. Et le premier sentiment, je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti, c'est une forme de deuil. La reconnexion se propage à travers le pays comme une vague. Et en quelques minutes, les vieilles habitudes reviennent. Comme si la semaine n'avait pas existé. Les terrasses de café qui bourdonnaient de conversations retrouvent peu à peu le silence des écrans. C'est troublant à regarder. Dans les hôpitaux, le retour d'Internet est une victoire médicale. Les soins reprennent normalement, les médicaments sont à nouveau accessibles. La bourse rouvre, l'économie redémarre. Et la France calcule le bilan de 280 milliards d'euros de pertes en 7 jours. Et une question qui reste sans réponse. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Pas seulement les chiffres. Quelque chose de plus grand. On a construit une civilisation sur une infrastructure fragile. Et on l'a fait consciemment. Parce que c'était pratique. Parce que c'était profitable. 7 jours ont suffi pour révéler que les hôpitaux étaient vulnérables. Que l'économie était fragile. Que la démocratie de l'information était précaire. Mais 7 jours ont aussi montré que les humains s'adaptent. Qu'ils s'entraident. Qu'ils sont capables de vivre autrement. Mieux, parfois. La vraie question n'est pas « est-ce que ça pourrait arriver ?» On sait maintenant que oui. La question c'est « qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance ?» Vous regardez cette vidéo sur Internet. Profitez-en. Mais posez-vous une question ce soir. Si demain tout s'arrête, vous, qu'est-ce que vous savez faire sans ça ? Voici quelques chiffres réels pour comprendre l'enjeu. La France génère 130 milliards d'euros par an via le numérique. 97% des Français utilisent Internet quotidiennement. C'est le chiffre le plus élevé d'Europe. 72% des hôpitaux français ont des opérations critiques dépendantes d'Internet. Ce chiffre n'a jamais été présenté au grand public. La France entière est connectée au reste du monde par seulement 3 câbles sous-marins principaux. 3 câbles pour 68 millions de personnes. Ces câbles, si on les coupait physiquement, il faudrait des semaines pour les réparer. Ils longent les fonds marins. Ils sont accessibles à n'importe quel état malveillant avec un sous-marin. En 20 ans, on est passé d'Internet comme outil optionnel à Internet comme infrastructure vitale. Et personne n'a vraiment planifié ce basculement. Suite à cette semaine, le gouvernement français a annoncé un plan de résilience numérique. Infrastructure de secours, protocole d'urgence, redondance des systèmes critiques. Sur le plan individuel, les experts recommandent du liquide à la maison, des médicaments en avance, une liste de contacts écrite, des gestes simples que personne ne fait. Au niveau européen, la question de la souveraineté numérique est redevenue centrale. Dépendre d'Amazon, de Google, de Microsoft pour les infrastructures critiques, est-ce vraiment raisonnable ? Cette semaine imaginaire nous dit quelque chose de réel sur ce qu'on est devenu. Et peut-être, si on écoute bien, sur ce qu'on pourrait redevenir. 7 jours sans Internet. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un miroir. Un miroir qui nous montre à la fois notre fragilité et notre force.
ce que nous avons construit et ce que nous avons perdu en le construisant. Paris existait avant Internet. Elle existera après. La question c'est dans quel état on la transmet à ceux qui viennent après nous. Le numérique n'est pas l'ennemi. L'aveuglement l'est. La dépendance sans conscience l'est. Si cette vidéo vous a appris une chose, c'est ça. Réfléchissez à ce que vous ne pourriez pas faire sans connexion. Et demandez-vous si c'est grave. Si vous voulez que j'explore d'autres scénarios, et si, dites-le en commentaire. Et abonnez-vous si vous aimez les contenus qui font vraiment réfléchir. Les prochains sujets. Et si l'électricité disparaissait un mois? Et si les supermarchés fermaient une semaine? Lequel vous intéresse le plus? Activez la cloche, parce que les prochains « et si » arrivent bientôt, et certains sont encore plus perturbants que celui-ci. Internet reviendra toujours. Nous, en revanche, on choisit chaque jour ce qu'on construit avec ou sans lui. À la prochaine! Et d'ici là, posez votre téléphone 1 heure, juste pour voir.